Correction, question donc cours croissance portant sur la croissance économique soutenable. Donc on va commencer donc par les questions que je surligne ici. En quoi les économistes avec leurs fonctions de production sont-ils réducteurs? Qu'ignorent-ils de fondamental? Alors les économistes, à l'image de Marx, ont tendance à considérer que le capital c'est du travail mort. Alors le capital c'est peut-être du travail mort, mais c'est aussi beaucoup et surtout de l'exploitation de la nature. C'est ce que j'ai démontré dans mon petit texte ci-dessus. Donc les consommations de capital fixe, la consommation intermédiaire, ce sont fondamentalement, quand on considère l'intégralité finalement de la chaîne de valeur, donc un prélèvement sur la nature avec une adjonction de travail au passage, sans doute, mais à l'origine il y a un prélèvement sur la nature. Partant donc la seconde question, comment devrait-on réécrire la dite fonction de production? On pourrait écrire quelque chose du style, donc je le mets à l'affichage, PIB égale F, alors non pas de capital et de travail, mais F de nature et de travail, voilà. Mais ça n'est pas l'usage, peut-être qu'à l'avenir ça va le devenir, peut-être que on mettra donc la nature en troisième facteur de production, à côté du capital et du travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ignorance donc de la nature, des atteintes portées à la nature, des prélèvements sur la nature, donc cette ignorance est fâcheuse. Voilà. C'était l'objectif donc de ces deux questions, que de souligner ce point, et puis l'objectif bien entendu de ce qui était rédigé auparavant. Alors, on passe à la question suivante. En quoi la question posée par le point 5 du programme élude-t-elle une partie du problème? Le texte qui précède, l'explication qui précède donc cette question, donc a trait à l'impact environnemental de l'activité de l'homme, donc selon l'équation d'Ehrlich. Alors c'est un auteur effectivement qui a résumé donc comment on pouvait analyser donc l'impact environnemental de l'activité de l'homme. Et donc il a formulé une équation, alors qui n'a pas vocation finalement à démonstration mathématique, mais simplement à résumer le problème. Donc une équation qui est devenue célèbre, donc I égale PAT. Donc ce qu'il dit, c'est que l'impact environnemental de l'activité humaine, il est fonction de l'effectif de la population, il est fonction de la consommation par habitant, voilà, et puis il est fonction du type de technologie donc, qui est utilisée pour satisfaire donc, le besoin des habitants. Alors ces technologies, bien entendu, elles peuvent avoir des rendements qui sont très différents, et je donne des exemples. À partir de là, donc on va pouvoir répondre à la question. Donc en quoi la question posée par le point 5 du programme élude-t-elle une partie du problème? Alors le point 5 du programme, on va le reprendre. Donc le point 5, il nous demande de comprendre qu'une croissance économique soutenable se heurte à les limites écologiques. Voilà, on vient de le faire. Deuxième point, il nous demande donc de comprendre que l'innovation peut aider à reculer ses limites. Alors c'est bien gentil, mais ce faisant il occulte quand même deux facteurs de responsabilité qui sont donc l'effectif de la population et qui sont la consommation par habitant. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne pointe du doigt comme solution aux problèmes environnementaux qui sont sévères que la technologie. Voilà. Donc il dit qu'il est possible d'envisager une résolution du problème via des mutations technologiques, lesquelles verraient le rendement d'utilisation de la nature augmenter. Alors quand on regarde les chiffres quand même, on se rend compte que l'atteinte donc à la nature doit largement à la croissance de la population, qui est passée de 200 millions d'habitants donc il y a 2000 ans à près de 8 milliards aujourd'hui, et qui va se stabiliser à une dizaine de milliards. Voilà. Et puis ensuite la consommation par habitant, donc elle a été multipliée par 20 en moyenne
entre la naissance du Christ et aujourd'hui. Voilà. Et puis si on prolonge jusqu'à 2100, donc avec des hypothèses de taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant raisonnables, hein, donc qui correspondent à celles qu'on a observées par exemple aux États-Unis donc sur un siècle et demi, on se retrouve avec une multiplication par 60 de la consommation par habitant. Donc on nous propose en fait de résoudre un problème qui a émergé de façon violente, hein, avec des coefficients multiplicateurs qui sont absolument considérables, hein, donc du x40, du x50 pour la population, du x20, voire du x60 pour la consommation par habitant. Donc on nous propose de le résoudre avec un outil qui historiquement a amené donc des modes d'amélioration qui se soldaient par un coefficient multiplicateur d'amélioration, j'ai envie de dire de l'ordre de quoi, de x2 quoi, hein, c'est-à-dire que le rendement d'un moteur diesel, on va dire, c'est 45%, voilà, presque 50%, pour un moteur électrique c'est 95%, voilà, donc presque 100%, donc en gros on a amélioré par 2 donc l'efficacité énergétique, donc le rendement énergétique de ces moteurs. Donc on a un coefficient multiplicateur effectivement qui est de 2, ça dépend dans quel sens on le prend, ou de 1,5, hein, comme vous voulez. Et encore d'ailleurs c'est à modérer, hein, puisque si on raisonne sur la base des batteries, donc ce coefficient multiplicateur, il va être réduit. Si on raisonne sur la base du moteur à vapeur, mais ça fait longtemps quand même qu'il a disparu de la circulation, on aurait un coefficient multiplicateur qui serait de l'ordre de 10, alors qu'en face de ça, on a des coefficients multiplicateurs qui sont de l'ordre de 20, voilà, voire de 60. Donc il y a quand même un bel optimisme, hein, dans cette question, voilà. Un bel optimisme dans la question, je veux dire, et un bel optimisme dans l'occultation implicite de cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interrogation donc sur le problème de la population, voilà, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas une décroissance de la population, et puis sur le problème de la consommation par habitant, on n'envisage pas effectivement une décroissance de la consommation par habitant. C'est totalement ignoré par le programme, donc je tenais à le souligner. Donc on continue notre exploration donc, de ce point 5, en passant à la question suivante. Alors là, il s'agit de donner quelques éléments, donc dans le 1.2, hein, quelques éléments de culture générale sur ce que sont ces atteintes à la nature, voilà, et ce que pourrait être donc une croissance soutenable. Donc une croissance soutenable, effectivement, donc c'est une croissance qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc on peut faire l'hypothèse que c'est une croissance qui dès maintenant est économe en atteinte inéluctable à la nature, c'est-à-dire qui se soucie d'un amortissement de la nature au sens de l'amortissement économique qui veille à maintenir le capital en l'état. Donc je vous renvoie à ce qu'on avait fait au tout début de ce cours en révisant des concepts de première. Donc le concept d'amortissement dit encore de consommation de capital fixe. L'idée est la même, sauf que là le capital que l'on cherche à prélever, c'est un capital naturel, ce n'est pas un capital économique au sens classique du terme. Alors, donc les principales limites écologiques que vous avez à connaître, hein, donc c'est l'épuisement des ressources, voilà, donc halieutiques, minières, voilà, la pollution atmosphérique, donc locale, voilà, et puis la conséquence de la pollution atmosphérique sur un problème plus global qui est le réchauffement climatique. Donc il faut savoir que depuis le début de la révolution industrielle, donc début du 19e, fin du 18e, vous voulez, généralement, hein, les séries de température, elles commencent à 1820, il y a eu une augmentation de la température globale de 1 degré C, voilà, 1 degré Celsius, dont un demi-degré sur les 30 dernières années, donc il y a une accélération donc, de ce mouvement, et que, alors ça paraît pas impressionnant, hein, 1 degré de plus, hein, donc je crois qu'il y a un célèbre animateur de télévision qui récemment effectivement s'est fendu d'une blague, hein, en disant que donc il ressentait pas la nécessité donc d'enlever un pull. Donc c'est un individu d'une finesse particulière, hein. Donc ceux qui connaissent
donc ils songeront. Alors le problème, hein, c'est que l'augmentation de la température globale, elle génère des perturbations donc dans la survenance de certains phénomènes atmosphériques. Voilà, et elle a une incidence sur le niveau de la mer, par exemple. Hein, donc il y aura plus souvent des ouragans, plus souvent de la canicule, plus souvent de grands froids. Voilà, et puis comme je disais, il y a 500 millions de personnes, par exemple, qui vont être menacées par la hausse du niveau des océans, donc qui résulte de la fonte des calottes glaciaires et puis de la dilatation des océans, hein, puisque c'est un autre facteur de l'augmentation du niveau des océans. De manière plus locale, hein, il est très probable que le vignoble bordelais ne survivra pas, en tout cas en l'état, avec les espèces, les variétés végétales, les variétés de vignes qui y sont cultivées ne survivra pas donc à ce phénomène-là. Alors, un résumé de ces trois limites, hein, c'est ce que j'ai sélectionné, hein, pour vous donner une petite idée, c'est le jour du dépassement calculé donc, par une organisation non gouvernementale nord-américaine qui s'appelle le Global Footprint Network. Alors le jour du dépassement, hein, c'est un concept simple, hein, c'est à partir de quand l'activité humaine repose sur une exploitation de la nature sans amortissement, c'est-à-dire sans maintien en l'état de la nature. Voilà, alors la question c'était en quoi le jour du dépassement donne-t-il une mesure de ce que serait une croissance soutenable. Ben, une croissance soutenable, forcément, c'est une croissance qui maintient en l'état donc le capital naturel. Donc théoriquement, le jour du dépassement, ça devrait être le 31 décembre, là on dit le 1er janvier, hein, c'est-à-dire qu'il y a dans le cycle économique, dans le cycle annuel économique, aucune atteinte définitive au stock de capital naturel. Là, on voit qu'en 2020, ce jour du dépassement, c'était le 22 août. Voilà, donc ça veut dire clairement qu'il va y avoir 4 mois d'activité économique, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour faire simple, où on va porter atteinte au capital naturel. Donc, dans ces conditions-là, que serait une croissance soutenable d'un point de vue quantitatif, hein, c'était le sens de la question chiffrée là, ça serait une croissance qui impliquerait que le PIB actuel soit un tiers moins important que ce qu'il est, hein, puisque ça veut dire qu'en fait, vous avez 4 mois d'activité économique sur 12 mois, donc 4 sur 12, ça fait un tiers, qui porte atteinte au stock de capital naturel. Donc théoriquement, ces 4 mois, on devrait stopper. Voilà. Donc c'est pour ça que le calcul du Global Footprint Network est intéressant, hein. Il permet vraiment de toucher du doigt le seuil vraiment qu'on a atteint, hein. C'est-à-dire c'est pas un seuil marginal d'atteinte à la nature, c'est un seuil substantiel. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce choix dans mon cours de le mettre. Alors, on va arriver au terme du raisonnement qui est suggéré par le programme, hein. Donc c'est comment on peut envisager de reculer les limites écologiques de la croissance. Voilà, alors le programme, effectivement, il suggère qu'un seul type de réponse. C'est une réponse de type technique, avec une incitation économique, hein. Donc on reste dans la perspective du programme, hein. Tout problème économique a une solution technologique, c'était le début du cours. Voilà, la solution technologique survient si l'environnement économique est bon, via des mécanismes de prix. Là, effectivement, on va procéder de la même manière. Donc là, on a un problème qui est un problème, effectivement, qui est plus strictement économique, mais économico-écologique ou écologique, et on va lui trouver une solution donc technologique, avec une incitation économique. Alors, on va répondre à ça. Donc, a priori, les mécanismes de marché devraient empêcher une surexploitation de la nature. Voilà, alors j'ai mis ça en 2-0, hein, pour rappeler que d'un strict point de vue de l'analyse économique, le problème qu'on est en train de traiter ne devrait pas exister. Donc, question, en quoi les mécanismes de marché sont-ils de facto globalement inopérants en ce qui concerne la soutenabilité de la croissance? Alors, pourquoi de facto? Alors là, la réponse est vraiment très simple, hein. Aujourd'hui, l'essentiel des économies sont des économies de marché, c'est-à-dire en tout cas des économies mixtes.
les signaux prix existent, c'est-à-dire quand une ressource se trouve en état de rareté, son prix augmente, et ça conduit la demande à baisser. Voilà. Et ça incite l'offre donc à augmenter. Donc par exemple, actuellement, donc dans un contexte post-pandémique, hein, il y a une rareté des microprocesseurs. Donc le prix des microprocesseurs augmente, donc théoriquement la demande de microprocesseurs devrait baisser, c'est-à-dire que certains utilisateurs d'ordinateurs personnels, de tablettes, etc. vont renoncer donc à en acheter, à renouveler leurs équipements, et puis du côté de l'offre, hein, donc les fondeurs de microprocesseurs en Asie notamment, vont mettre en place de nouvelles unités de production. Voilà en gros la logique, hein. Donc actuellement, donc depuis de nombreuses années, hein, donc nos économies sont des économies de marché, voilà, et on constate que ça n'a pas empêché donc une atteinte massive au stock de capital naturel, hein, donc en témoignent ceux qui précèdent, voilà. Alors pourquoi globalement, hein, parce qu'on peut imaginer effectivement que les mécanismes de marché, pour certains types de ressources naturelles, aient eu une efficacité. Donc il y a sans doute certaines ressources naturelles dont les prélèvements ont diminué, en tout cas n'ont pas autant augmenté qu'ils auraient pu augmenter en raison des mécanismes de marché. On peut penser au pétrole, hein, c'est typique, hein, donc il y a eu effectivement entre les 30 glorieuses et aujourd'hui une augmentation substantielle donc, du prix du pétrole, hein, donc dans les 30 glorieuses le baril de pétrole valait 12 $, hein, 12 $ d'aujourd'hui. Voilà, alors qu'actuellement le prix en gros donc quand il est très faible il est à 50 $, et puis quand il est fort il est à 150 $, donc j'ai envie de dire voilà, on est sur un baril de pétrole à 80 ou 100 $ en moyenne. Ça a de toute évidence sans doute stoppé la croissance de la demande. En tout cas, la croissance de la demande a été moins forte que ce qu'elle aurait dû être. Mais de toute évidence, ces mécanismes de marché, ils n'ont pas fonctionné pour l'ensemble des éléments constitutifs du capital naturel. C'est-à-dire que le capital naturel, la nature, c'est pas uniquement le pétrole, hein, et c'est notamment l'état du climat. Voilà. Donc pourquoi les mécanismes de marché sont-ils inopérants à assurer la soutenabilité de la croissance? Alors on va le voir après, hein, pour une raison très simple, c'est que bien souvent le capital naturel, la nature, n'a pas de prix. Hein, c'est simplement certains de ces éléments qui ont un prix, mais l'ensemble de la nature n'est pas valorisé par les activités humaines. Alors, on continue donc l'exploration de notre problème, hein, et sa résolution. Donc là, il va s'agir effectivement d'expliquer comment on peut résoudre le problème de la surexploitation de la nature par l'activité économique. Alors, question numéro 1, pourquoi la tendance à la surexploitation de la nature est-elle presque naturelle? Alors, j'ai abordé, donc, j'ai esquissé la réponse, hein. C'est parce que la nature, souvent, n'a pas de prix. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de prix, ou un prix insuffisant? Il y a deux raisons génériques, hein. C'est parce que la nature est bien souvent se présente comme un bien commun. Alors c'est un bien qui est du point de vue de l'analyse économique paradoxal, puisqu'il est non excluable, voilà, bien qu'étant rival. Donc un bien rival, on le rappelle, c'est un bien qui, une fois produit, ne peut satisfaire que la demande d'un consommateur particulier. À partir du moment où ce consommateur particulier est satisfait, il prive les autres consommateurs de la jouissance de ce bien, hein. Donc ce sont des biens finalement qui sont très classiques, hein. L'exemple typique c'est une pomme. Voilà, donc quand une pomme est produite, elle peut satisfaire simplement un consommateur. Une fois que le consommateur donc l'a consommée, eh bien un deuxième consommateur ne peut pas en tirer jouissance. Mais là où c'est paradoxal, c'est que ces biens-là, ils sont également non excluables, alors que généralement les biens rivaux sont excluables, hein. Donc le propriétaire d'un verger qui cultive des pommes, il a la capacité donc à interdire la consommation des pommes à ceux qui ne l'ont pas payé. Et là, la nature, elle n'a pas cette possibilité. Et l'exemple du banc de sardines est assez intéressant, hein. Donc la sardine,
c'est de toute évidence un bien rival, hein, donc quand un consommateur mange une sardine, c'est une sardine qui ne sera pas mangée par un autre consommateur. Par contre, comment effectivement rendre excluable la sardine, puisqu'il s'agit d'un bien librement prélevable par tout opérateur qui là sa portée, et en plus le banc de sardines se déplace, hein, comme je l'ai dit, hein, donc les sardines qui sont pêchées au large des côtes marocaines sont les mêmes sardines que celles qui sont pêchées au large des côtes portugaises, voilà, qui peut faire valoir effectivement une excluabilité donc sur ces sardines, les Marocains, les Portugais, d'autres agents économiques mystères. Donc on va revenir là-dessus. Donc premier problème, effectivement, c'est que la nature donc est rivale et non excluable, et partant donc le prix effectivement de ce qu'elle propose est nul. Puis il y a un deuxième aspect, c'est que la nature, en tout cas certains de ces éléments, se présentent sous forme souvent d'un bien à externalité négative, c'est-à-dire que la surutilisation en fait, donc la surutilisation de la nature donc génère des externalités négatives, et on sait qu'un bien à externalité négative est surconsommé car son prix de marché est trop faible. Voilà, c'est un résultat générique, hein. Donc, pour revenir à la question telle qu'elle a été formulée, pourquoi la tendance à la surexploitation de la nature est-elle presque naturelle? C'est parce que les caractéristiques de la nature, effectivement, aboutissent à ce que son prix, entre guillemets, soit nul ou trop faible. Quelle est la solution générique partant donc au problème de la surexploitation de la nature? C'est mettre un prix sur la nature. Voilà, hein, donc c'est ce qui est proposé dans le 2.2. Mettre un prix sur la nature permettrait de modérer son usage et d'inciter au progrès technique. Donc si effectivement on met un prix donc sur l'atmosphère, voilà, donc d'un côté on limite les usages de la nature qui perturbent gravement l'atmosphère, donc qui augmentent la température moyenne de l'atmosphère et qui génèrent des phénomènes perturbateurs, donc comme les canicules, les hivers très froids, les ouragans, les tempêtes, la hausse du niveau des océans, etc. Donc on limite ces usages, ou on incite à trouver des usages économiques alternatifs avec un meilleur rendement via la mise en œuvre d'un progrès technique donc suscité justement à par ces prix. Voilà. Donc je pense que l'essentiel est dit, hein, donc la lecture de ce que j'ai rédigé suffit donc à assimiler, hein, l'essence du propos, ce qui pourrait vous être demandé donc le jour du bac, hein, notamment dans une partie 3 d'épreuves composées ou dans une dissertation. Alors pour finir, hein, il y avait une question finale, donc là ça déborde le point 5, mais je vais quand même le dire ici. Que sont les défis de la croissance, hein? Alors on a vu que là donc c'est une question finale au cours, hein, donc on a vu que la croissance, donc elle était désirée par la population, hein, c'est le paradoxe d'Easterlin, hein. La nature humaine est telle que une fois qu'elle a goûté aux joies de la croissance, elle ne peut plus s'en passer, hein. Il y a une caractéristique addictive à la croissance. Donc les défis de la croissance, c'est de déclencher le processus de croissance, voilà. Donc ça nécessite, hein, de l'investissement, de la formation. Donc là il y a une première recette de la croissance, hein, alors qui néanmoins atteint rapidement un terme, hein, c'est-à-dire que la loi des rendements factoriels décroissants du capital borne en fait cette solution. Les théoriciens de la croissance endogène donc expliquent comment répondre, comment formuler une deuxième réponse donc au déclenchement de la croissance, mais surtout à son maintien, hein. C'est que l'investissement désormais il doit plus tant que ça être donc en investissement en capital fixe ou en formation, ça doit être un investissement donc en progrès technique, en recherche et développement.
Voilà. Et ils prétendent dépasser ainsi donc le bornage opposé à la croissance économique par la loi des rendements factoriels décroissants du capital. Voilà. Donc voilà les principaux défis de la croissance. Alors bien entendu, il y en a un dernier, hein, c'est effectivement passer outre les contraintes qu'on est en train de découvrir depuis quelques années, donc les contraintes écologiques. Voilà. Hein, donc c'était le terme du cours. Donc voilà en gros ce que les auteurs du programme avaient en tête. Je finis en disant que effectivement ils n'interrogent pas finalement la croissance en tant que phénomène désirable. Voilà, il n'interroge pas la possibilité de sa fin. Voilà, mais bon, ça vous permettra éventuellement de conclure là encore hein, dans une partie 3 ou dans une dissertation. Donc fin de ce petit élément de correction.